Madame la Présidente, Messieurs les consuls généraux, Mesdames et Messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous dire le très grand honneur que je ressens à être parmi vous aujourd'hui. Permettez-moi de vous remercier pour l'hospitalité de cette réception et de ces lieux, remercier la Société des membres de la Légion d'honneur pour avoir bien voulu organiser ce débat et me permettre de venir à votre rencontre, et notamment à la rencontre des étudiants qui, je crois, tout à l'heure vont m'interroger. Remercier très chaleureusement, sans vouloir en aucune manière le compromettre, Jean-Claude Gandur pour avoir été à l'origine de cette rencontre. Et je profite de l'occasion pour vous dire combien j'ai de l'estime et de la considération pour lui en raison de ce qu'il est et de ce qu'il fait pour le rayonnement de la culture et des arts en Europe et notamment dans notre pays, mais je sais ici également. Et puis vous dire aussi combien je suis heureux de pouvoir discuter avec vous d'un sujet que nous avons en partage, puisque nous avons été, par-delà ce qui peut nous différencier dans les différents pays de l'Union européenne, très marqués par les attentats qui ont marqué le continent européen à partir du début des années 2010 et auxquels j'ai été confronté dans l'exercice de mes responsabilités gouvernementales, puisque une grande partie des attentats qui sont survenus en France ont été occasionnés par des groupes terroristes nous ayant durement frappés entre 2012 et 2018-19, c'est-à-dire pendant une période où j'ai exercé des responsabilités gouvernementales de ministre de l'Intérieur, notamment entre 2014 et 2017. Je sais que ces questions, lorsque je les évoque, en France bien entendu, mais également ailleurs en Europe, suscitent toujours une très grande émotion parmi le public, pour des raisons qui tiennent, et je voudrais commencer par cela, par le sentiment que nous avons éprouvé lorsque ces attentats nous ont frappés. Je me souviens personnellement, de façon très vive encore, du sentiment qui fut celui des Français, mais aussi des membres actifs de l'administration de la place Beauvau et des membres du gouvernement, lorsque, un matin de janvier 2015, nous avons appris que la quasi-totalité de la direction de la rédaction de Charlie Hebdo avait été frappée par des attentats terroristes organisés par des islamistes qui ont une conception totalitaire des relations sociales et de l'organisation sociale, qui souhaitent que les lois qui doivent s'imposer à la société soient d'inspiration religieuse et qui avaient en détestation la liberté d'expression et notamment celle que pouvaient incarner les caricaturistes par leurs caricatures, leurs dessins jusqu'à l'impertinence. J'étais quelques minutes après que le crime a été commis sur place. Je ne peux pas oublier l'amoncellement des corps de ceux que j'avais connus et qui pour certains d'entre eux étaient des amis dans la rédaction de Charlie Hebdo, l'effroi de ceux qui sortaient de cette salle de rédaction et qui en étaient miraculeusement sortis vivants. Je ne peux pas oublier non plus ce qu'a été le sentiment que les Français ont à partage à ce moment-là, mais qui fut aussi le sentiment de tous les Français à chaque fois qu'un attentat se produisait. Ce fut le cas au moment de l'attentat du Bataclan, ce fut le cas lorsque les otages furent pris dans l'épicerie hyper cachère par un terroriste qui avait, avant de les prendre en otage, commis dans cette épicerie un certain nombre de crimes. Je pense bien entendu à la terrible épreuve du Bataclan, aux parents effondrés devant le corps de leurs enfants sur la promenade des Anglais en juillet 2016, à l'immense chagrin des paroissiens de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray après l'assassinat du père Hamel, à l'assassinat à Saint-Quentin-Falavier du chef d'entreprise Cornara dans des conditions épouvantables. Tous ces événements, toutes ces tragédies furent pour les Français une épreuve, mais par-delà nos frontières aussi pour l'ensemble de ceux qui aiment notre pays, qui étaient en solidarité avec notre peuple et qui se sont rendus à Paris le 11 janvier pour manifester aux côtés des Français leur émotion et leur chagrin.
Mais je ne suis pas venu ici pour exprimer ce que furent nos sentiments à l'époque, mais pour vous expliquer quelle était la nature du défi et la manière dont nous avons tenté d'y répondre comme nation et en coopération avec les différents pays de l'Union européenne, comme continent organisé autour d'un certain nombre d'institutions ayant sur ces sujets le pouvoir d'agir, ayant décidé, avec plus ou moins d'ailleurs de réactivité et de sens de l'urgence, de prendre des dispositions pour prévenir la menace terroriste. Alors quelques éléments pour commencer, car c'est toujours à travers le récit des faits tels qu'ils sont présentés à nous qu'on rend intelligibles des événements souvent complexes. Lorsque j'arrive place Beauvau, après avoir été nommé quelques minutes avant seulement ministre de l'Intérieur par Manuel Valls, à l'époque Premier ministre, et le président Hollande, je n'ai pas d'idée de la nature des défis qui se présentent à nous. J'étais, dans les mois qui ont précédé cette nomination, pendant près de 10 mois ministre des Affaires européennes, ayant eu à connaître un peu des questions de coopération terroriste, puisque un certain nombre de sujets concernant la coopération antiterroriste étaient portés à l'ordre du jour du Conseil Affaires Générales de l'Union européenne. Comme ministre du budget, je dois la vérité de vous dire que mon rôle était essentiellement d'expliquer aux ministres comment il pouvait se passer de ce dont ils avaient besoin, en rabotant méticuleusement leur budget dans un contexte où il fallait ramener les déficits de 4,8% à l'époque à près de 3% à l'horizon 2015-2016. Donc il y avait un énorme effort budgétaire de maîtrise de la dépense à faire. Et donc lorsque j'arrive place Beauvau, Manuel Valls, qui est mon prédécesseur, qui part à Matignon, me dit voilà, nous sommes confrontés à un contexte dont personne n'a vraiment conscience parce que nous ne l'avons pas médiatisé. Donc nous ne savons pas à quel type de drame il peut aboutir, mais sur lequel, me dit-il, je veux appeler ton attention, qui est le départ d'un nombre de jeunes de plus en plus significatif sur le théâtre des opérations terroristes en Irak et en Syrie, avec le risque que représente le retour de ces jeunes en France, puisque entraînés par des groupes terroristes, à l'époque c'est essentiellement le Jabhat al-Nusra qui est le principal groupe d'opposition au régime de Bachar el-Assad et qui est dirigé par des islamistes, qui sont un démembrement d'Al-Qaïda, qui constitue le principal risque sécuritaire pour le pays. Le nombre de jeunes qui sont partis sur le théâtre des opérations terroristes en avril 2014 est de 400. Et lorsque je prends cette responsabilité en me plongeant corps et âme dans la fonction, avec une conscience très aiguë que nous sommes dans une course contre la montre, c'est-à-dire que le nombre de jeunes qui sont susceptibles de partir peut augmenter de façon exponentielle, que la menace qui peut se présenter à nous s'en trouvera nécessairement augmentée, et que les instruments dont nous disposons pour y faire face sont faibles, pour des raisons à la fois budgétaires et législatives. Budgétaires parce que, au cours des années précédentes, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, les effectifs de la police et de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur ont été déflatés de 13 000 effectifs, que les budgets hors personnel affectés à ces forces de sécurité intérieure ont diminué de près de 20% en 5 ans, et que la réforme des services de renseignement, qui a consisté à fusionner les renseignements généraux avec la DST pour créer la direction centrale du renseignement intérieur, qui est une direction de la Direction générale de la police nationale, a privé le ministère de l'Intérieur du concours du renseignement territorial, qui a pour principal intérêt face à la menace terroriste d'identifier des signaux faibles. Et puis il y a une deuxième cause qui augmente la pression considérablement sur les pouvoirs publics contraints d'agir vite contre la menace terroriste pour la prévenir, c'est que nous sommes, avec une loi sur le renseignement, on a du mal à imaginer ça aujourd'hui, qui date de 1991, c'est-à-dire qu'il y a plus de 30 ans, et qui est une loi qui date d'une époque où il n'y avait ni téléphone portable ni Internet. Mais les terroristes qui ont été identifiés par les services de renseignement comme susceptibles de frapper la France et l'Europe, sont des terroristes qui communiquent entre eux par des moyens cryptés pour échapper à la vigilance des services de renseignement.
services de renseignement qui n'ont pas le droit légalement d'utiliser des moyens identiques à ceux des terroristes pour pénétrer leurs communications numériques ou téléphoniques, sauf à être en situation d'infraction pénale. Et nous sommes donc dans l'obligation d'adapter très rapidement la loi relative au renseignement, parce que si nous n'adaptons pas la loi relative au renseignement, si nous n'augmentons pas rapidement les effectifs de la police, de la gendarmerie et du renseignement, si nous n'augmentons pas les budgets hors personnel de ces services, si nous n'augmentons pas la coopération européenne, alors nous serons frappés. Mais, et c'est toute la difficulté, j'entendais derrière le rideau que vous posiez, Madame la Présidente, la question de l'articulation entre la lutte antiterroriste, la nécessité de prévenir les attentats pour assurer la sécurité des Français et les respects de principes de l'État de droit. Lorsque vous devez prendre ces dispositions, vous devez les prendre en faisant adopter par le Parlement des lois, même si vous adoptez le régime de l'urgence pour faire adopter ces dispositions législatives, et vous ne pouvez pas échapper à la disposition législative parce que tous ces sujets touchent aux libertés publiques et elles relèvent de l'article 34 de la Constitution et pas de l'article 37. Vous ne pouvez donc pas agir par la voie du règlement, mais vous êtes obligé de prendre des lois. Il faut 6 à 8 mois pour faire adopter un texte législatif. Donc, lorsque j'arrive à Beauvau dans ce contexte, j'essaie de vous décrire quel est mon état d'esprit. Je me dis, nous pouvons être frappés du jour au lendemain et toutes les dispositions que je dois prendre, je ne peux pas les prendre avant plusieurs mois. Et si nous sommes frappés alors que le contexte est celui-ci, ce que les Français retiendront, ce ne sont pas les contraintes de l'état de droit expliquant, en dépit de la volonté du gouvernement, le temps nécessaire à l'action, ils retiendront que l'État est impuissant. Et si je renonce au principe de l'état de droit, sous la pression des terroristes, alors même que cette pression est destinée à nous y faire renoncer, c'est un peu de leur victoire que je consacre. Voilà la nature du dilemme. Alors, compte tenu de ce qu'est le dilemme, comment est-ce que nous avons agi ? Et comment les événements se sont déroulés ? D'abord, les premières mesures que je souhaite prendre à ce moment-là sont les suivantes. Et elles sont dictées, ces mesures, par une analyse, mais aussi par les événements. Une analyse, c'est que le terrorisme auquel nous sommes confrontés ne ressemble en rien au terrorisme islamiste qui a pu frapper la France et l'Europe dans les années 80. Dans les années 80, les terroristes qui nous frappent sont des islamistes qui ont été engagés dans la guerre en Afghanistan dans les années 70, fin des années 70, début des années 80. Ils viennent pour la plupart d'entre eux d'Algérie. Il y a quelques Français, mais très peu. Une fois de retour en Algérie, ils se sont organisés dans des sociétés secrètes islamistes voulant déstabiliser le régime. C'est toute la période GIA. Et ces commandos sont projetés en France et commettent les attentats dont vous vous souvenez, le drugstore Champs-Élysées, le RER Saint-Michel, etc., la FNAC, ou Darty à l'époque, boulevard rue de Rennes. Mais une fois qu'ils ont commis leurs attentats, ils retournent dans leur pays. Nous en arrêtons quelques-uns qui sont emprisonnés. Et des dispositions sont prises à ce moment-là, notamment en 1986 par le gouvernement de Jacques Chirac, venant au terme d'une élection législative gagnée par la droite en cohabitation avec François Mitterrand. Et à ce moment-là, le gouvernement de Chirac prend des dispositions de lutte antiterroriste assez significatives, et notamment prend la disposition pénale, enfin invente l'infraction pénale d'infraction terroriste en bande organisée, de manière à pouvoir créer les conditions de l'identification de tous ceux qui agissent en commun et ensemble au moment de la commission d'attentats terroristes. Donc les dispositions que je dois prendre sont les suivantes. D'abord, je souhaite bloquer, c'est mon obsession, les sites Internet, les blogs qui appellent et provoquent à l'antisémitisme et au terrorisme. Pourquoi ? Parce que tous les éléments qui me parviennent des services de renseignement m'indiquent que ce ne sont pas les prêches des imams dans les mosquées, les imams radicalisés, qui conduisent au départ des jeunes, même si ça peut, bien entendu, engendrer des départs, et c'est le cas notamment
d'une des mosquées dont on a beaucoup parlé à l'époque en France, qui est la mosquée de Lunel, où je me rendrai d'ailleurs, où un imam radicalisé a été à l'origine du départ d'une vingtaine de jeunes en Irak et en Syrie. Mais globalement, ce que Gilles Kepel, l'islamologue, appellera le terrorisme low cost ou le terrorisme d'atmosphère, c'est-à-dire un contexte créé par des communications numériques sur Internet, d'endoctrinement qui conduit des jeunes, parfois seuls, par la simple fréquentation de vidéos ou de sites à partir, m'incite à penser qu'il faut bloquer les sites qui appellent et provoquent au terrorisme ou à l'antisémitisme. Se déclenche alors un combat très grand au Parlement parce qu'une grande partie de la gauche, à laquelle j'appartiens, à l'époque et encore aujourd'hui, même si c'est plus difficile aujourd'hui pour moi qu'à l'époque, dit non, on ne pouvait pas faire ça parce que la liberté d'expression, etc., Internet est un espace neutre, on ne peut pas toucher à la liberté d'expression. Ils tiennent à ce moment-là exactement le même discours que les soutiens de Trump aujourd'hui aux États-Unis. Même discours. Bon. Et d'ailleurs, ils me disent ce que vous faites ne sert à rien parce que si vous bloquez les sites qui appellent et provoquent au terrorisme, il y aura immédiatement des sites miroirs qui se constitueront, ce qui est vrai. Mais mon objectif à travers le blocage des sites appelant et provoquant au terrorisme, c'est d'envoyer aux grands opérateurs Internet américains le signal que s'ils ne s'autorégulent pas, nous légiférerons. Et nous légiférons notamment au plan européen. D'ailleurs, petite anecdote, quand les attentats terroristes de janvier 2015 se produisent, notamment Charlie Hebdo, le soir de l'attentat, le nombre de messages haineux sur Internet provoquant, appelant au terrorisme et à l'antisémitisme augmente de 73%, je me souviens de ce chiffre. Et lorsque je demande le retrait de ces messages sur Internet, en utilisant une plateforme de la police judiciaire qui s'appelle Pharos, j'obtiens des grands opérateurs Internet le retrait simplement de 5% de ces messages. Donc en février 2015, lorsque nous sommes sortis de la crise terroriste, je décide d'aller dans la Silicon Valley pour rencontrer les grands opérateurs Internet. Dans ma naïveté et mon arrogance de ministre français, je vais avec mon cabinet, après avoir sollicité l'ambassadeur de France à Washington qui m'écoute avec intérêt et un peu de circonspection, mais je ne mesure pas la circonspection immédiatement, je ne vois que l'intérêt. Il me dit, vous savez, avant de vous rendre dans la Silicon Valley, il faudrait que vous passiez voir deux personnes qui ont vraiment demandé à vous voir, trois même. Lisa Monaco, qui est la conseillère sécurité du président Obama, Eric Holder, qui est le ministre de la Justice de Barack Obama, et Jay Johnson, qui est le ministre de l'Intérieur, que je connais pour deux d'entre eux, puisqu'ils sont devenus des amis, ils sont venus à Paris pour la manifestation du 11 janvier, ils ont manifesté leur solidarité. Je vais les voir et ils me disent, bon, c'est sympathique ta visite dans la Silicon Valley, mais Obama a réuni tous les présidents de ces sociétés et pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas venus. Donc on a un peu de doute sur l'efficacité de la visite que tu vas effectuer pour les rappeler à l'ordre. J'arrive à San Francisco, sur le site, je trouve un écran grand comme le panneau là où il y a l'horloge derrière, avec ma photo « Bienvenue au ministre de l'Intérieur français ». Bon, je comprends qu'on se moque de moi et que je ne verrai pas grand monde. Je vois effectivement les N-25 de chaque société. J'ai mon petit ordinateur, je leur montre les vidéos, etc. Et puis je vois que tout cela est accueilli poliment, parce que nous venons de vivre une tragédie, mais sans grand intérêt. Et à ce moment-là, je leur dis, écoutez, c'est pas grave, vous n'avez pas eu le temps de me faire recevoir par vos patrons, je comprends très bien. Mais c'est pas du tout ennuyeux, mais quand même, je dois vous dire que je vais rentrer à Paris, puis aller à Bruxelles, et je vais demander à ce qu'on prenne une directive européenne pour vous définir des règles très dures auxquelles vous serez obligé de vous conformer. Et là, ils me disent, mais vous avez le soutien des autres États européens. J'ai le soutien, et d'ailleurs, on peut appeler les ministres en question, qui constitueront avec moi une coalition, si vous voulez, pour vous en convaincre. J'avais aucun accord d'aucun ministre. Mais comme j'imaginais qu'ils ne me demanderaient pas de les appeler spontanément, je pouvais compter sur le soutien de deux d'entre eux, Theresa May, qui était ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni à l'époque, et Thomas de Maizière, le ministre allemand. Et je rentre à mon hôtel, et je reçois 4 coups de fil de demande de rendez-vous avec les 4 présidents
les sociétés en question. Zuckerberg, Schmidt, etc. Bon. Donc je les vois, ensuite on s'est vu régulièrement à Paris, et nous tombons d'accord au terme d'une nuit de discussion sur le fait que nous allons signer à Paris en avril 2015 un accord par lequel ils retireront les contenus signalés par Pharos, en contrepartie de quoi je renoncerai à mon action avec les ministres européens. Je n'ai pas eu de mal à renoncer à mon action puisqu'elle n'était pas engagée, mais j'ai immédiatement pris l'accord avec eux, et cet accord a été tout à fait intéressant pour nous puisqu'il a eu deux effets. Un, il a permis d'obtenir le retrait de près de 75% des contenus, là où j'avais obtenu le retrait de 5% en janvier. Et deuxièmement, il a permis au sein d'un réseau qui s'appelait le réseau RAN en Europe de généraliser avec les autres pays de l'Union européenne ces accords, de sorte que on a créé une relation de confiance avec les opérateurs Internet, on a généralisé un dispositif européen, on a été un peu précurseur en Europe, donc les ministres de l'Intérieur des autres pays de l'Union européenne ont regardé ce que nous avons fait avec sympathie, gratitude et amitié. Mes détracteurs avaient raison de dire que ce n'était pas efficace pour ce qui concernait le retrait des sites, mais c'était efficace pour ce qui concernait la pression exercée sur les opérateurs et la possibilité d'obtenir d'eux ce que nous désirions. Il y avait d'autres mesures de police administrative que je souhaitais prendre, l'interdiction de sortie du territoire, l'interdiction de retour du territoire, la mise en place de l'incrimination pénale d'actes individuels terroristes pour combattre ce qu'on appelait les loups solitaires. Souvenez-vous, attentat de Médine-et-Mouche contre le musée juif de Bruxelles, il est tout seul, il n'est pas en lien avec d'autres acteurs terroristes, c'est le contraire de l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, il s'agit là au contraire de pouvoir pénaliser des individus. Cette infraction pénale serait très importante pour le procureur antiterroriste François Molins et pour l'enclenchement de toute une série d'actions contre les terroristes. Et puis, il y a un deuxième texte dont j'ai absolument besoin, c'est le texte sur le renseignement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce texte, c'est très technique, mais ce texte comprend essentiellement deux dispositions, ce que l'on appelle le suivi en continu des terroristes et la détection sur données anonymes. Alors, le suivi en continu des terroristes, c'est la possibilité, à partir des données de connexion téléphonique, d'établir l'arborescence des individus suspectés d'être des terroristes pour voir quels sont l'ensemble des acteurs avec lesquels ils sont en relation. Et la détection sur données anonymes, c'est un truc très intrusif. Vous prenez le flux de toutes les communications Internet, vous pluguez sur les communications Internet un algorithme qui a été conçu avec les services de renseignement en fonction des comportements détectés de ceux qui sont radicalisés, et vous sortez à travers l'algorithme du flux de communication les comportements sur Internet qui peuvent poser problème, et ceux qui sont à l'origine de ces comportements, de telle sorte à pouvoir déclencher des enquêtes en renseignement, puis des enquêtes judiciaires destinées à mettre hors d'état de nuire ceux qui peuvent être à l'origine de cela. Bon. Alors bien entendu, tout cela étant quand même très intrusif et pouvant poser des questions en matière de liberté publique que je ne conteste pas, ça se fait sous le contrôle d'une haute autorité administrative indépendante au pouvoir renforcé, la CNCTR, qui se substitue à une ancienne autorité administrative qui s'appelait la CNIS. Ça se fait sous le contrôle juridictionnel du Conseil d'État, désormais armé d'une composition agrémentée secret défense pour ne plus avoir à fournir les notes blanches des services de renseignement au juge pour qu'il puisse se faire une idée des pratiques en cours. Le juge administratif comme l'autorité administrative indépendante peuvent saisir le juge pénal en cas d'infraction constatée. Et la délégation parlementaire au renseignement peut avoir à connaître de toutes les actions initiées par les services dans le cadre de l'action de contrôle du Parlement sur le gouvernement. Donc, beaucoup de mesures législatives prises qui changent complètement le cours des choses et qui nous permettent d'être beaucoup plus efficaces dans la prévention du risque terroriste. Cette loi sur le renseignement, elle est à l'origine de la diminution de la menace terroriste en France. Il y a encore des attentats tragiques et qui choquent l'opinion française, comme l'assassinat de Samuel Paty, mais il y a beaucoup moins d'attentats de masse qu'il y en avait auparavant, pour des raisons qui tiennent au fait que ces lois préventives, ces mesures de police administrative ont joué leur rôle préventif, de même que les frappes de la coalition en Irak et en Syrie ont permis d'organiser l'attrition de Daesh et de faire en sorte que ce proto-État projetant des commandos
terroriste sur le théâtre de l'Union européenne soit contenu et détruit, de sorte que sa capacité de déstabilisation de nos sociétés soit considérablement diminuée. Pendant toute cette période où les textes de loi sont adoptés, j'ai des problèmes qui résultent des événements qui surviennent. Je ne parle pas des attentats, vous les avez à l'esprit, mais d'événements dans la conduite de la prévention et de la lutte antiterroriste et des difficultés que j'ai en Europe, et je voudrais vous parler de ces deux sujets. Les événements qui surviennent et qui compliquent considérablement la tâche du ministre de l'Intérieur français, mais ça aurait pu être le cas d'un ministre de l'Intérieur d'autres nations, peuvent avoir un caractère anecdotique. Quand ces événements anecdotiques sont passés, on les regarde avec une certaine ironie et même un certain sens de l'autodérision, mais lorsqu'ils se produisent, on est dans une béchamel infernale. Et je prends des exemples concrets. En octobre 2014, je suis là depuis avril 2014, on est en octobre 2014, aucune des dispositions dont je viens de parler n'a encore été votée, puisque la loi qui comporte ces dispositions sera votée en novembre 2014. Je me retrouve dans une situation difficile pour la raison que je vais vous expliquer. Les terroristes, nous essayons de les récupérer quand ils partent des théâtres d'opération en Irak et en Syrie pour revenir en Europe et notamment en France. Et généralement, nous les récupérons auprès des autorités turques parce que lorsqu'ils quittent l'Irak et la Syrie, ils passent par Gaziantep. Généralement, à Gaziantep, ils sont arrêtés par les Turcs. Les Turcs les mettent dans des centres de rétention, les identifient, reconstituent leur parcours et nous les renvoient. Et un jour d'octobre 2014, nous devons, au terme de contacts entre les services de renseignement français et turcs, récupérer 4 terroristes à l'aéroport de Roissy en milieu d'après-midi. Mon cabinet, sans m'en parler, fait, sous la pression des journalistes qui les interrogent, une communication téléphonique pour dire « les terroristes seront récupérés à l'aéroport de Roissy dans tel avion à telle heure ». Au moment du départ de ces terroristes d'Istanbul, le pilote de l'avion refuse de les embarquer. C'est son droit. Et à ce moment-là, ils sont mis dans un avion pour Marseille, mais les autorités turques ne m'en informent pas. Ils arrivent à Marseille, le système d'identification des passeports aux aubettes à Marseille est en panne. Ce dispositif s'appelle Kéops. Ça vous fait rire, mais c'est affreux pour le ministre de l'Intérieur, ce type de truc. Donc les types sortent, et non contents de sortir, ils font un communiqué pour me remercier. La situation est particulièrement irritante. Je suis furieux après mon cabinet qui a donné l'information, je suis plus furieux encore après les Turcs qui sont très mal comportés, je suis furieux après la presse qui en fait beaucoup, et je suis furieux tout simplement parce que je considère que c'est une bévue et qu'il faut la corriger très vite. À ce moment-là, je me dis que la seule manière d'écraser médiatiquement ce qui vient de se passer est de procéder à une annonce qui concentrera l'attention des journalistes et me permettra de gagner 24 heures ou 48 heures pour pouvoir agir. J'annonce donc que je vais me rendre à Ankara pour demander des comptes aux autorités turques. Et ça a son effet, parce que immédiatement la presse est sur le voyage en Turquie, les conditions de ce voyage, ce que je peux obtenir, etc. Il y a juste un détail, c'est que volontairement, je n'ai pas prévenu les autorités turques de ce voyage. J'ai juste prévenu la presse. Donc à ce moment-là, je reçois toute une série de coups de fil. Un coup de fil de l'ambassadeur de Turquie. Est-ce que vous avez l'habitude d'aller chez les gens en vous invitant sans les prévenir? Non, monsieur l'ambassadeur. Pourquoi le faites-vous avec nous? Parce que vous m'avez envoyé chez moi des gens que je n'attendais pas, que je n'avais pas invités, et vous l'avez fait sans me prévenir. Donc j'estime que dès lors que les choses se passent ainsi, je peux venir chez vous sans vous prévenir pour vous demander les raisons pour lesquelles les choses se sont passées ainsi. Il me dit, je vais voir mon ministre, mais je ne suis pas sûr qu'il vous reçoive. Je lui dis, écoutez, il fera ce qu'il veut, mais moi je serai à Ankara, et je ferai, à partir de l'ambassade de France, les commentaires qui vont bien si je ne suis pas reçu. Deuxième coup de fil, pouvez-vous prendre le président de la République? Bien sûr, toujours.
et on n'a pas beaucoup le choix dans ces circonstances, le président de la République, avec lequel j'avais, et j'ai toujours une relation personnelle amicale, me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qui consiste à envoyer un message par voie de presse pour aller en Turquie? J'ai eu mon homologue turc, il est très surpris de la méthode, il ne comprend pas, etc. Je dis, écoutez, ce qu'il faut dire à l'homologue turc, si je puis me permettre, c'est que nous ne comprenons pas la méthode qui a présidé à l'envoi de 4 terroristes dans un avion qui n'était pas celui dans lequel ils devaient se trouver, dans un aéroport qui n'était pas celui où ils étaient attendus, sans nous avoir prévenus. Il me dit, très bien, je souhaite pour vous que vous obteniez un résultat, parce que si vous n'obtenez pas de résultat au terme de cette mission très risquée, où vous n'avez peut-être aucune chance d'être reçu par les autorités turques, la semaine prochaine, il y aura un autre ministre de l'Intérieur. Bon, très bien. J'appelle l'ambassadeur de France, je lui dis, écoutez, il me faut le rendez-vous avec les autorités turques. Il me dit, c'est pas évident, vous êtes invité. Je lui dis, écoutez, il faudrait mieux que j'ai le rendez-vous avec les autorités turques, sinon, la semaine prochaine, il y aura un autre ambassadeur. C'est comme ça qu'il faut faire dans ces cas-là. Et j'ai donc obtenu le rendez-vous avec les autorités turques. Ça a duré toute la nuit avec mon homologue qui s'appelait Afkan Ala, qui était encadré par le cabinet de Erdogan, et nous avons élaboré un protocole qui a été rigoureusement appliqué, qui a permis de récupérer depuis, parce que ça continue, tous ceux qui rentraient de Turquie sur la base d'un dispositif très encadré, très normé, et qui a été très important dans la maîtrise du dispositif de retour des terroristes. Et puis nous avions, deuxième défi, des questions européennes, et je vais terminer par là avant de répondre à vos questions, parce que je ne veux pas vous assommer être trop long. Quels étaient les sujets européens? Vous allez tout de suite voir la nature des questions, des problèmes qui se présentaient à nous. Ceux qui partaient européens en Turquie, puis ensuite en Irak et en Syrie, bénéficiaient de la libre circulation au titre de Schengen. Et donc, quand ils revenaient en Europe, le code frontière Schengen ne permettait pas de les contrôler aux frontières extérieures. Et rien dans la disposition légale en question ne permettait de le faire. Il a donc fallu réformer le code frontière Schengen, notamment l'article 7-2 du code frontière Schengen, qui était une très forte demande de Thomas de Maizière, Theresa May et moi-même devant le Conseil de justice et affaires intérieures du Conseil européen, pour faire en sorte que les Européens soient contrôlés aux frontières extérieures. Et nous avons obtenu cela. C'était très important, parce que vous voyez bien, par exemple, pour le Bataclan, il y a des Belges qui viennent d'Irak et de Syrie, qui passent par la Turquie et l'Europe centrale, qui ne sont pas contrôlés parce que le dispositif n'est pas encore en vigueur. Il y a d'autres nationalités avec eux. Ils séjournent en Belgique, ils viennent en France nous frapper à la dernière minute. Ils ne sont pas connus de nos services, ils sont simplement connus des services belges, ils n'ont pas été contrôlés aux frontières extérieures, donc pas identifiés à leur retour. Et vous voyez que s'ils avaient été identifiés au moment du franchissement des frontières extérieures, ils auraient été immédiatement bloqués, judiciarisés. Et quand ils repartent pour Salah Abdeslam le lendemain matin des crimes du Bataclan à Bruxelles, ils sont arrêtés par la gendarmerie. Il est arrêté par la gendarmerie sur l'autoroute A1. Nous interrogeons la police belge sur le thème. Nous avons M. Salah Abdeslam entre les mains. Qui est-il? La police belge nous répond, ce n'est pas un terroriste, c'est un délinquant de droit commun, envoyez-le nous. Donc, je vous prends cet exemple-là pour vous montrer très concrètement ce à quoi on est confronté. On est confronté à l'impossibilité, compte tenu du code frontière Schengen, de contrôler les terroristes au moment de leur retour aux frontières extérieures. La réforme du code frontière Schengen va permettre de le faire. C'est une très grande évolution pour l'efficacité de la lutte antiterroriste. Et deuxièmement, si Salah Abdeslam avait été signalé par les services belges au système d'information Schengen, c'est-à-dire à la banque de données concernant les personnes appartenant à la grande criminalité, notamment la grande criminalité terroriste, quand nous avons fait sonner le système d'information Schengen sur l'autoroute A1, nous n'aurions pas eu besoin d'interroger les autorités belges, nous l'aurions immédiatement arrêté. Donc, ces réformes étaient très importantes. Nous imposions aux services de renseignement de mieux renseigner le système d'information Schengen. Nous contrôlions aux frontières extérieures de l'Union européenne ceux qui rentraient et qui étaient des ressortissants de l'Union. Ça veut dire que pour vous qui êtes dans Schengen, vous les Suisses, le fait d'y être, qui peut parfois agacer, a aussi énormément d'avantages. Il faut que vous sachiez que chaque année,
entre les services de police et de renseignement, c'est 75 millions d'informations sur les réseaux criminels qui sont échangés entre les services de police et les services de renseignement européens. C'est considérable. C'est un instrument déterminant de lutte contre le terrorisme. Si bien que ceux qui disent sortons de l'Europe, on sera mieux protégé contre l'insécurité et la violence, oublient simplement qu'en sortant de l'Europe, c'est-à-dire en sortant des traités européens, ils se privent de la possibilité d'utiliser les instruments de ces traités par la force des choses juridiques, je dirais, et à ce moment-là deviennent aveugles et sourds face à la menace terroriste. Donc il faut bien avoir tout ça à l'esprit. Ça a été, ces réformes de l'Union européenne, très importantes. Nous avons également dû nous battre devant l'Union européenne, et notamment le Parlement européen, devant certains groupes du Parlement européen, pour faire en sorte que soit adopté un dispositif qui était devant les institutions européennes depuis 15 ans, qu'on n'avait pas réussi à faire adopter. Ce dispositif, c'est le Passenger Name Record, c'est-à-dire un dispositif qui permet de concentrer, de récolter toutes les données de passagers des voyageurs aériens, si bien qu'un passager qui est parti au cours des derniers mois en Irak, en Syrie, qui est passé par l'Asie du Sud-Est et est revenu en Europe, est immédiatement identifié par ces données de voyage. Ce parcours que je viens de décrire, je ne le décris pas par hasard, c'est le parcours accompli par Mehdi Nemmouche avant de frapper le musée juif de Bruxelles. Il arrive à l'aéroport de Stuttgart. Avec le Passenger Name Records, on l'identifie à Stuttgart, on sait à qui on a affaire, on sait d'où il vient parce que le système d'information Schengen nous permet de savoir quel a été son parcours, et le PNR également, et on le bloque. Donc le PNR ça a été un combat parce que les Verts européens, les libéraux européens, certains sociodémocrates européens considéraient que le PNR était attentatoire aux libertés fondamentales. Nous considérions que c'était un instrument déterminant de lutte antiterroriste, et nous avons réussi avec Theresa May et Thomas de Maizière à convaincre les groupes du Parlement européen de céder sur ce point en donnant des garanties en contrepartie sur les conditions de conservation des données des passagers. Nous avons eu à mettre en place Frontex, qui est l'agence européenne de contrôle des frontières, avec une agence qui est destinée à contrôler l'ensemble des arrivées dans les hotspots, notamment sur les îles grecques, de sorte à maîtriser le risque d'infiltration d'individus terroristes dans les flux migratoires, car nous avons à l'époque une crise migratoire, 2014-2015, c'est 2 millions de migrants qui arrivent sur le territoire de l'Union européenne en même temps qu'on a la crise terroriste. On a oublié cela. Et souvenez-vous de ces vagues de migrants venant d'Érythrée, de Syrie, d'Irak, traversant l'Europe centrale et interrogeant les populations au moment où nous étions confrontés au risque terroriste. Et puis, il y a eu un autre grand sujet européen qui a été l'action sur la déradicalisation avec Internet, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais qui a été la directive de lutte contre les armes à feu, le trafic d'armes à feu. J'avais beaucoup d'éléments d'information selon lesquels les terroristes étaient liés aux organisations criminelles du trafic d'armes qui procédaient à la vente sur le Darknet d'armes recyclées de la guerre des Balkans. Et que c'était avec ces armes, Kalachnikov, ces armes de guerre, ces armes lourdes, achetées sur le Darknet auprès des réseaux criminels internationaux qui procédaient à ce trafic d'armes sur un Internet non accessible, autrement que par les organisations criminelles internationales, je pensais qu'il fallait engager une action massive de lutte contre le trafic d'armes en luttant contre la cybercriminalité qui était un axe déterminant de la lutte antiterroriste. J'avais eu un refus d'un certain nombre de pays européens qui considéraient que les armes étaient populaires dans leur pays et qu'il ne fallait pas qu'une disposition législative européenne de lutte contre le trafic d'armes puisse aboutir à des dispositions sur le bal-trap, la chasse, etc., qui auraient été de nature à contrarier un certain nombre de leurs lobbies. Au lendemain des attentats du Bataclan, l'Union européenne, en l'occurrence le commissaire Dimitri Avramopoulos, en charge de ces questions, vient à Paris avec 2 ou 3 commissaires européens présenter ses condoléances place Beauvau et me dit « Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous ?» Et là, je lui réponds « Ce que vous pouvez faire pour nous, vous ne l'avez pas fait. C'est l'adoption de ces dispositions de lutte contre le trafic d'armes. » J'avais d'ailleurs
hasard tragique des calendriers, des circonstances et des événements. Dans la matinée du 13 novembre, qui est la matinée précédant la tragique nuit du 13 novembre 2015, attentat du Bataclan, organisée avec la protection civile et la sécurité publique, un exercice d'intervention grandeur nature de tous les services de protection civile, de la santé et de la sécurité publique en cas de tuerie de masse. C'était le matin du 13 novembre. Et j'avais présenté dans l'après-midi du 13 novembre à la préfecture de Nanterre un plan national de lutte contre le trafic d'armes pour ne pas avoir obtenu de l'Union européenne qu'elle m'aide. Donc lorsqu'ils viennent me voir, je demande que cette directive soit mise sur le métier. Elle sera mise sur le métier dans la semaine suivante et elle sera adoptée à l'été 2015. Voilà quel a été le contexte. Bien entendu, cette coopération européenne, elle aboutit aussi à une action conjointe des pays de l'Union. Et là, la France était vraiment en première ligne, compte tenu du fait qu'elle était la première victime des attentats. Avec les pays de la bande sahélienne, intervention de la France au Mali en 2013 pour bloquer la prise de contrôle du pays par les islamistes. Intervention massive avec mes homologues espagnols et portugais, notamment dans le G5 Sahel, pour mettre en place des dispositifs d'identification des acteurs terroristes et criminels dans la bande sahélienne par un effort de coopération en matière de lutte contre la fraude documentaire, action de démantèlement des réseaux de la drogue et de la traite des êtres humains, notamment en Libye, parce qu'ils alimentent par leur financement les réseaux terroristes, et puis action de coopération avec les services de renseignement du Maroc, les ministres de l'Intérieur du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, parce qu'une grande partie de ceux qui sont radicalisés dans notre pays sont d'origine de ces pays, et moi je veux organiser leur retour dans ces pays. J'ai pris les dispositions d'expulsion, comme on a pris les dispositions d'expulsion des imams radicalisés dans les mosquées, mais il ne s'agit pas de décider d'expulser pour expulser. Si les pays d'origine ne délivrent pas les laissez-passer consulaires, vous ne pouvez pas expulser, c'est pas possible. Donc une grande partie de l'action qui va être la mienne à ce moment-là, mais qui ne sera jamais rendue publique, consiste à multiplier les déplacements dans ces pays, tous ces pays d'Afrique du Nord et même parfois d'Afrique occidentale, pour obtenir la délivrance des laissez-passer consulaires. Parce qu'il y a aussi des foyers terroristes en Côte d'Ivoire. Il y aura des attentats, en Tunisie, à Sousse, etc. Et donc, mon objectif, c'est de faire en sorte que tous ceux qui sont d'origine étrangère et qui menacent le pays puissent être reconduits immédiatement à la frontière. On en reconduira plusieurs centaines, mais au terme d'une action diplomatique invisible. De la même manière, nous fermerons un très grand nombre de lieux de culte dans lesquels on appelle et provoque au terrorisme. Parfois, en voyant ces mesures qui sont prises dans le cadre de l'état d'urgence, cassées par le Conseil d'État, m'obligeant à recommencer la procédure pour y parvenir. Nous aurons des milliers de perquisitions administratives et des milliers d'assignations à résidence dans le cadre de l'état d'urgence pour essayer par la sidération de casser les pattes de ces réseaux islamistes et faire en sorte qu'ils soient dans l'impossibilité de nous frapper davantage. Je conclus en disant que toutes ces mesures ont fait l'objet de débats extrêmement vifs en France, avec l'extrême droite et l'extrême gauche, et parfois certains de mes amis. Pourquoi ? D'abord à gauche, on considère que toutes les mesures que je prends, qui sont puissantes par les mesures de police administrative qu'elles permettent de mettre en œuvre, sont attentatoires aux libertés. Le discours qui m'est tenu à l'époque, c'est vous prenez prétexte du terrorisme pour mettre en place des mesures répressives qui vont conduire l'État à accroître son contrôle sur la société au détriment des libertés fondamentales. Au moment où mon directeur de cabinet entre dans mon bureau le 7 janvier au matin pour me dire qu'il y a une fusillade dans les locaux de Charlie Hebdo qui a décimé toute la rédaction, je suis avec le président de la Ligue des droits de l'homme dans mon bureau qui m'explique que tout ce que je fais en matière de prévention du terrorisme est un prétexte pour accroître la capacité répressive du ministère en l'absence de danger terroriste. Je n'ai même pas besoin de répondre. Je dis, monsieur, vous voyez la situation. Donc, si vous pensez qu'il y a dans chaque ministre de l'Intérieur un pervers polymorphe obsédé par la réduction des libertés publiques, qui sommeille et qui prend prétexte des circonstances pour les remettre toutes en cause, ce qui vient de se passer dans mon bureau vous apporte témoignage que ce n'est pas le cas. Mais il y a eu constamment ce débat.
Quant à l'extrême droite française, qui est très, très à la pointe sur ces questions, et vous pourrez vérifier ce que je dis par une traçabilité de ses votes sur Internet, elle n'a voté aucune des dispositions dont je viens de parler. Aucune. Elle a voté contre le PNR au Parlement européen, elle a voté contre toutes les lois antiterroristes, elle a voté contre la loi sur le renseignement, au motif que la seule cause de ces événements tragiques auxquels nous étions confrontés était l'immigration. Et qu'il fallait bloquer l'immigration pour régler la question terroriste. Mais aucune des dispositions dont je viens de parler n'a été votée par l'extrême droite française pour des raisons qui tenaient à la volonté qu'elle avait de faire passer ce message. Et donc, quand vous êtes confronté à cette opposition-là, que déjà dans votre famille politique, certains sont sensibles au discours sur le thème « Nous avons trahi ce que nous sommes par essence, nous gens de gauche, au motif que nous ne sommes pas capables de défendre en toutes circonstances les libertés fondamentales lorsque la nation est en danger », discours qui heurtait ma conscience clémenciste, parce que si Clémenceau avait réagi comme ça au moment où il a mis en place les brigades du Tigre et dû défendre dans les tranchées aux côtés des militaires français de la nation, nous ne serions peut-être pas là en train de faire conférence aujourd'hui à Genève. Bon, les circonstances historiques eussent été tout à fait différentes. Moi, je suis convaincu que quelle que soit la sensibilité à laquelle on appartient, si on est un amoureux absolu de la nation et de la liberté, on doit, lorsque les circonstances exceptionnelles se présentent à soi, dans le respect des principes de l'état de droit, c'est pour moi la frontière intangible qu'il ne faut jamais franchir, utiliser tous les moyens de l'état de droit, et tout ce dont je viens de parler était prévu par l'état de droit pour protéger la nation. Et ça s'appelle, en droit, il y a des juristes dans la salle, et notamment mon confrère et associé Gilles Auguste, que je salue et remercie pour sa présence, suffisamment de gens avisés pour savoir que la théorie des circonstances exceptionnelles existe. La théorie des circonstances exceptionnelles est une théorie prévue par l'état de droit qui veut que dans les circonstances exceptionnelles auxquelles il peut être confronté, il puisse user de moyens exceptionnels pour faire en sorte que l'état de droit demeure. Et à aucun moment, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, qui ont eu à connaître des mesures que j'ai prises, n'ont eu à dire que nous étions sortis de l'état de droit. Ils ont eu parfois à dire que le principe de proportionnalité entre la mesure et le but poursuivi n'était pas réuni, ce qui justifiait que cette disposition soit cassée par le juge, me permettant d'en prendre d'autres. Mais à aucun moment nous avons été condamnés pour être sortis de l'état de droit. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce qu'a été le contexte, ce qu'ont été les circonstances, ce qu'a été l'ambiance, ce qu'a été l'atmosphère, et vous dire aussi, bien entendu, que, et je termine vraiment par là, dans des circonstances comme celle-ci, il se produit parfois des choses qui, sur le plan humain, ont une dimension à la fois de mystère et une intensité émotionnelle considérable. Et je vous raconte cette dernière anecdote avant de vous laisser la parole pour poser des questions. Lorsque nous sortons de la crise, ou que nous sommes à l'orée de la sortie de la crise terroriste de janvier 2015, je suis dans le bureau du président de la République avec le Premier ministre et la garde des Sceaux de l'époque, et nous sommes dans une situation où il y a dans une imprimerie à Dammartin-en-Goële les frères Kouachi, avec dans l'imprimerie un otage. Les frères Kouachi ne savent pas qu'il y a cet otage qui est caché sous un lavabo, mais nous savons qu'il est là. Il y a dans l'épicerie Hypercacher un terroriste avec déjà plusieurs morts, près d'une dizaine, et des otages en nombre retenu au moins 15 à 16. Et nous savons que nous ne parviendrons pas à obtenir des terroristes qu'ils sortent en libérant les otages. Et donc nous savons que nous allons devoir intervenir. Et dans le bureau du président de la République, après que je lui ai présenté le contexte, le président de la République dit « Nous allons intervenir simultanément, il est à peu près 15h30 à 16h30, dans les deux sites, avec le GIGN à Dammartin-en-Goële, le RAID et la BRI à l'épicerie Hypercacher, et nous allons tenter une opération de sauvetage de ceux qui sont enfermés et menacés. » Et le président de la République me demande de communiquer cette information au général Favier, qui est le directeur général de la gendarmerie nationale, qui est l'ancien patron du GIGN, qui est sur place à Dammartin-en-Goële.
Et j'appelle donc le général Favien en lui disant: mon général, le président de la République vient avec le Premier ministre et moi-même d'arrêter un dispositif, il donne ses instructions, il va falloir intervenir conjointement avec la BRI et le RAID à Dammartin-en-Goële pour sortir les terroristes. Et au moment où je lui dis ça, il me dit: monsieur le ministre, la porte s'ouvre. Et sa voix change. Enfin, là, il y a une intensité dramatique que je ne peux pas vous reconstituer. Les terroristes sortent, vous entendez les coups de feu, me dit-il, ils sont en train de nous tirer dessus, nous sommes obligés de répliquer. On vient de répliquer, je m'approche du lieu, ils sont à terre, monsieur le ministre, ils sont morts. Tout ça ne se passe pas sur le ton que je viens de vous dire, c'est une autre tension, une autre intensité. À ce moment-là, je passe une tête, je suis dans un salon qui s'appelle le Salon Vert, qui est à côté du bureau du président de la République, j'ouvre la porte et je dis au président: les frères Kouachi, c'est terminé, il me dit: il faut donner immédiatement instruction. BFM est en boucle dans le bureau du président, mais l'information n'est pas encore sortie sur BFM. Donc c'est fondamental pour nous, parce que si elle sort sur BFM, Koulibaly, qui est dans l'épicerie Père Cachère, voit l'information et tue tous les otages. J'ai donc quelques minutes pour agir. J'appelle le préfet de police de Paris, qui s'appelle Bernard Boucaud. Je dis: monsieur le préfet, il faut intervenir tout de suite. Nous sommes en train de négocier avec un intermédiaire, négociateur. Non, non. Les frères Kouachi viennent d'être neutralisés, vous intervenez tout de suite. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Il ne raccroche pas son téléphone. Et donc moi je suis dans ce salon vert, dans une tension extrême, et je revois cette scène, je suis devant la fenêtre qui donne sur le parc de l'Élysée, j'ai le téléphone, il ne raccroche pas, et donc moi j'attends de voir ce qu'il va faire. Et je me dis peut-être qu'il va me reparler, et je l'entends dire au téléphone, avec un autre téléphone, au patron du RAID de la BRI, et vous intervenez, je suis avec Bernard Cazeneuve, il vient de donner l'instruction du président de la République, les frères Kouachi sont tombés, vous intervenez tout de suite. Et là, il se passe peut-être 1 minute et demie, c'est très long, peut-être 2 minutes, j'entends une détonation. Plusieurs coups de feu, puis je reconnais la voix blanche du préfet Boucaud qui compte. Que compte-t-il, je ne sais pas. Et à 14, il s'arrête. Mais moi, je sais qu'il y en a 14 d'otages dans la salle. Et donc je retourne dans le bureau du président. Il est dos à la porte, face à l'écran de BFM, et il voit les otages sortir, et il les compte jusqu'à 14. Et c'est la fin de la crise. Bon, quand vous vivez des moments d'une telle intensité avec ceux avec lesquels vous gouvernez, c'est très difficile de se fâcher avec eux, quoi qu'ils fassent après. Vous avez l'explication de ma loyauté. Merci à vous. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je propose que 3 étudiants de Provino, accompagnés de Samuel Coutin, directeur général adjoint de Florino, qui va accompagner la préparation de cette conférence, viennent poser des questions à Monsieur le Premier ministre et à tout le ministre. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup pour cette conférence qui a passionné évidemment l'audience pour son intérêt, sa grandeur et puis l'émotion que vous avez incarnée justement à travers du vécu finalement. Merci à vous d'avoir assisté à cette conférence. Alors, je vous présente 3 élèves de l'Institut Florimond qui sont en classe de première et terminale, qui représentent les 3 sections de l'Institut, le baccalauréat, le baccalauréat et la maturité. Donc nous avons Mathilde, Bleuhen et Mathieu. Donc, évidemment, nous comptons sur votre indulgence, ils sont particulièrement émus, bien qu'ils soient bien préparés à interagir avec Monsieur le Premier ministre, qui les a déjà rencontrés, il les a assurés de toute sa bienveillance, évidemment.
et ils vont pouvoir décliner leurs questions et vous pourrez par la suite interagir avec M. Cazeneuve si vous le souhaitez. Qui pose la première question? Mathilde, allez. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Bonsoir. Ma première question, elle concerne la criminalité et le terrorisme. Donc, sachant que les terroristes ont souvent un passé criminel, d'abord, et que leurs actions sont parfois marginalisées, comme vous l'avez dit avec les actes individuels terroristes, comment pouvons-nous correctement différencier une action terroriste d'une action criminelle? D'abord par le fait que le terrorisme n'est pas un crime comme les autres. Il a toujours, le terrorisme, un but politique. La terreur, d'ailleurs, fut parfois une terreur d'État. Souvenez-vous que Robespierre, en 1793, préconisait qu'on guillotinât tous ceux qui étaient contre la Révolution, mais aussi tous ceux qui n'avaient rien fait pour elle. Ça fait beaucoup de monde à la fin de la journée. Et donc la terreur, c'était cela. C'est une capacité par le monopole de la contrainte physique légitime, pour reprendre l'expression de Max Weber, de mettre ce monopole au service d'une vision totalitaire de l'ordre politique, faisant frémir chacun et imposant à chacun, par l'effroi, un ordre politique dont on pouvait ne pas vouloir nécessairement l'avènement. Bon. Quand les régimes libéraux se sont constitués, ont émergé, que la démocratie est venue les compléter, le terrorisme a plutôt été une action de groupe à l'encontre de l'État, et une action de groupe ayant des objectifs politiques. Ça peut être des groupes d'extrême gauche, action directe, s'en prenant à des autorités de l'État, Georges Besse, le général Audran, par exemple, dans les années 70, ou les Brigades Rouges, le terrorisme italien d'extrême gauche ayant conduit à la mort de responsables italiens importants, un Premier ministre, Aldo Moro, et d'autres, la bande Abadère en Allemagne, puis il y avait un terrorisme d'extrême droite, l'OAS, qui s'en est pris au général de Gaulle, par des actions violentes, au petit Clamart, c'était cela. Donc, le terrorisme, il se différencie de la criminalité organisée par le fait qu'il ne s'agit pas simplement de prendre un butin pour soi-même, mais d'atteindre un objectif politique. Bon. Et les islamistes, qui ont une vision totalitaire de l'organisation et de l'ordre social, puisqu'ils considèrent que c'est un ordre religieux, rigoriste et obscurantiste qui doit présider à l'organisation de la société, ils ont une lecture rigoriste du Coran et totalitaire, agissent avec la plus grande violence pour s'en prendre à ceux qu'ils ont en détestation, c'est-à-dire l'amour que nous avons de la liberté. Et pour vous en convaincre, je prendrai des exemples très précis. Quand ils s'attaquent aux caricaturistes et journalistes de la rédaction de Charlie Hebdo, c'est à la liberté d'expression qu'ils s'en prennent, y compris d'ailleurs dans sa dimension très française, qui est un héritage du voltairianisme français, c'est-à-dire le droit au blasphème. Chasser l'infâme, le regard des héros voltairiens sur la société qui, par un recul ironique, s'autorisent tout. C'est Micromégas qui regarde à partir de Sirius la planète Terre. C'est très voltairien. C'est très dans la tradition de la liberté d'expression française. C'est cela qu'incarnaient les caricaturistes. Ils s'en prennent à ça. Quand ils vont assassiner le père Hamel dans une église, c'est à la liberté de culte qu'ils s'en prennent. Quand ils vont assassiner nos compatriotes de confession juive dans une épicerie, c'est pareil. Bon. Quand ils s'attaquent aux Français, enfin aux citoyens français et pas français, situés aux terrasses des cafés ou rassemblés au Stade de France ou au Bataclan, ils s'en prennent à la liberté d'aller et venir, à une liberté d'accès à la culture, aux œuvres de l'esprit humain, etc. Donc, tout ce qui les porte et les conduit à agir, c'est une conception totalitaire, une détestation de notre amour de la liberté et de l'état de droit, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque le terrorisme nous frappe, si, pour répondre au terrorisme, nous renonçons à tous les principes de l'état de droit,
c'est la victoire des terroristes que nous consacrons, c'est toute la difficulté de la chose. Et en même temps, si l'État de droit n'agit pas en s'armant pour taper fort contre ceux qui portent atteinte à son intégrité, alors l'État de droit se trouve en situation de faillite, de faiblesse, d'impuissance, et il se condamne lui-même à disparaître. Donc c'est cet équilibre qu'il faut maintenir, mais ce qui distingue le terrorisme de l'organisation criminelle traditionnelle, c'est son but politique. Mais un certain nombre d'organisations criminelles classiques ont des liens avec les organisations terroristes. Par exemple, dans la bande sahélienne, les organisations de la traite des êtres humains, qui envoient des milliers de pauvres gens sur des bateaux à partir des côtes libyennes pour rejoindre, avec toutes les bonnes âmes, le concours des bonnes âmes, les côtes européennes, envoient des milliers d'innocents sur des cercueils flottants et les conduisent à la mort, perçoivent sur chaque migrant, quand j'étais ministre de l'Intérieur, je m'occupais aussi de ça, 12 000 euros. C'est 12 000 à 15 000 euros par migrant, prélevés sur eux pour les mettre sur des cercueils flottants. Cet argent va pour partie aux organisations terroristes, parce qu'elles sont derrière ces organisations de la traite des êtres humains. Pareil pour le trafic de drogue, et a fortiori, pour des raisons que je vous expliquais tout à l'heure, pour le trafic d'armes. Donc, c'est pas la même chose, mais il y a des liens. Et s'attaquer à la criminalité organisée, c'est s'attaquer à toutes les formes d'insécurité qui peuvent venir fracasser les démocraties et l'état de droit démocratique pour des raisons qui tiennent au fait que ces actions criminelles sont très déstabilisantes. Ce qui se passe à Marseille avec les réseaux de la drogue, ce qu'on appelle la mexicanisation, c'est très déstabilisant pour l'état de droit. Donc ça n'a pas un but politique, ça n'a pas la même puissance déstabilisatrice, mais c'est déstabilisant. En reprenant justement ce qui a été évoqué, Samuel Paty a été assassiné en 2020 par un terroriste. On constate depuis plusieurs années l'évolution du terrorisme qui repose de plus en plus sur la diffusion d'idéologies radicales sur les réseaux sociaux comme TikTok, auprès d'individus isolés, alors qu'auparavant, il était principalement organisé autour de groupes terroristes structurés. Dans ce contexte, comment la France et l'Union européenne peuvent-elles aujourd'hui répondre à cette menace qui pèse sur la population? Et quelles mesures peuvent être mises en place sans porter atteinte aux libertés individuelles? Bon, c'est une large question, et je vais essayer d'y apporter une réponse la plus précise possible. Il y a des choses qui ne relèvent pas de la décision par l'État de s'armer, mais qui relèvent de ce qu'est la culture profonde d'un peuple à un moment donné de son histoire. Vous avez pris l'exemple de Samuel Paty. Samuel Paty, c'est un enseignant dont le rôle est de transmettre le savoir et la connaissance, et qui est assassiné parce que le savoir et la connaissance qu'il a transmis et qui l'a conduit à évoquer des sujets qui relèvent du rôle de passeur de l'enseignant, ce qu'est la laïcité, la liberté de conscience, l'histoire de la relation entre l'État et les religions dans le temps long de l'histoire des civilisations et de l'humanité, a déplu aux tenants de cette idéologie totalitaire, au point qu'ils ont considéré qu'il convenait de tuer le maître, le professeur. Moi, il s'avère que je suis, sur le plan familial, le fils de ce qu'on appelle un instituteur de la laïque. Quand je dis le fils, c'est-à-dire que mon père était instituteur, et il n'était pas instituteur n'importe où, il était instituteur dans une ville de l'Oise où j'ai grandi. Enfin, quand je dis que j'ai grandi, j'aurais aimé y grandir, mais j'ai fait mon apprentissage scolaire. Et dans cette école, dans la ville de Creil, s'est posée la question du foulard en 89. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce sujet ici, mais en 89, dans la ville de Creil, au collège Gabriel Havès, qui est le collège où j'ai fait ma 6e, ma 5e, ma 4e, ma 3e. Bon. Alors, quand je vois tous les fils de bourgeois bobos d'extrême gauche à Paris me donner des leçons de vertu et de bonnes origines, ça me fait rire, si vous voulez, parce que moi j'ai été élevé là où aucun d'entre eux n'a été élevé, c'est-à-dire dans ces quartiers-là. Bon. Et en 1973, dans l'école de Creil, où mon père était directeur d'école, il occupait, nous n'étions pas une famille fortunée,
un petit logement de fonction, où le samedi, il faisait venir les élèves qui n'avaient pas réussi dans la semaine leurs apprentissages, pour être sûr qu'à la fin de la semaine, ils en sauraient autant que ses propres fils qui étaient ses élèves, c'est-à-dire mon frère et moi. Bon. Et en 1973, il y a la guerre, Israël, Palestine, Égypte, etc. Et comme on est dans une ville où beaucoup d'immigrés vivent et beaucoup de rapatriés d'Algérie, dont beaucoup sont de confession juive, les enfants juifs et les enfants musulmans se battent dans la cour de l'école. Et mon père, je me souviendrai toujours de cette scène, prend ses enfants et leur dit, écoutez, vous allez tous venir samedi et dimanche chez moi, et je vais vous apprendre ce qu'est la laïcité, ce qu'est la fraternité, ce qu'est l'altérité. Et je reverrai toujours, ça m'a beaucoup marqué, et ça a contribué beaucoup à me façonner politiquement, cette séance-là dont je vous parle. Mon père a pris les enfants juifs et arabes, et musulmans, il leur a dit, vous n'avez plus à vous battre dans la cour de récréation, parce que quand vous rentrez dans l'école, toutes vos croyances, vous les laissez à la porte. Et quoi que vous disent vos parents à votre domicile, c'est moi le patron de cette école, et les règles qui s'imposent dans l'école, c'est moi qui les fixe. Et le soir, les parents sont venus chercher les enfants. Et mon père a tenu aux parents ce discours. On est en 73, il y a quelques dizaines d'années. Et les parents ont dit à mon père, nous vous présentons nos excuses, nous allons enseigner à nos enfants les principes que vous venez de nous rappeler et par rapport auxquels nous avons manqué. C'était une époque où la parole du maître avait quelques valeurs. Et aujourd'hui, et donc moi je suis allé au collège, ensuite dans ce collège où se posait le problème du voile, quand nous allions au théâtre, à Paris, en bus, avec les enfants de toutes origines, il y avait parfois des mamans qui accompagnaient les enfants. Il y avait des mamans de confession juive, des mamans sans confession, puis des mamans de confession musulmane avec un voile. Bon. Mais le voile n'était pas ostentatoire, il n'était pas un instrument d'affirmation d'une identité. Bon. Et personne ne disait rien. Et personne n'aurait mis en cause l'autorité du directeur ou du professeur. Quelque chose a changé. Quelque chose a changé qui résulte du fait que des individus pensent que la République est suffisamment faible pour pouvoir imposer à la France et à la République, qui est la manifestation de la France à travers ses valeurs, un ordre qui n'est pas le sien. Si la République se désarme par rapport à ça, il en est fini de la France. Bon. Alors comment fait-on ? D'abord, il faut protéger les professeurs. Il faut les protéger, mais avec énormément de force et d'autorité. C'est-à-dire que lorsqu'un professeur écrit à l'inspecteur de l'académie pour lui dire « j'ai peur d'enseigner ce que je dois enseigner et je redoute pour ma sécurité », il doit être protégé. Et ceux qui sont à l'origine des menaces doivent être identifiés. Et ils doivent être judiciarisés immédiatement. Et après avoir été judiciarisés, ils doivent être mis hors d'état de nuire. S'ils ne sont pas de nationalité française, ils doivent être expulsés vers leur pays, et les négociations politiques et diplomatiques en vue de la délivrance des laissez-passer consulaires doivent intervenir. Et, par exemple, lorsque je me suis rendu compte, comme ministre de l'Intérieur, après l'affaire de Saint-Quentin-Fallavier, où un chef d'entreprise a été décapité au sortir de son entreprise, que des Tchétchènes s'étaient radicalisés, et que ces Tchétchènes qui s'étaient radicalisés représentaient une menace, j'ai fait quoi ? Quand on a voté la loi sur l'asile en 2015, juillet 2015, en même temps que la loi sur le renseignement, j'ai pris une disposition par laquelle le statut de réfugié pouvait être retiré à quelqu'un qui en bénéficiait, après avoir bénéficié du droit d'asile, s'il retournait en violence l'accueil que nous lui avons réservé. Si nous ne sommes pas capables de mettre en place des dispositions aussi nettes que ça n'est pas possible. Bon. Et je suis désolé de dire que là où je me situe politiquement, et je n'ai pas besoin de repréciser les choses, vous savez où je me situe politiquement, je considère qu'il est du devoir de ceux qui sont attachés à une certaine idée de la laïcité, du droit et du respect des principes de la République, d'avoir cette fermeté-là. Parce que si ce ne sont pas ces acteurs-là qui ont cette fermeté-là, ce sont d'autres acteurs moins préoccupés des principes de l'État de droit qui l'auront à leur place avec le soutien du peuple. Vous voyez ? Bon.
Donc moi, quand j'ai décidé d'augmenter les budgets de la police, d'augmenter les effectifs de la police, de mettre en place la loi sur le renseignement, de mettre en place l'état d'urgence, je ne l'ai pas fait parce que j'avais en moi une pulsion répressive et autoritaire irrépressible. Je l'ai fait parce que j'étais attaché au principe de l'état de droit. Et que l'état de droit se défend quand il est menacé. Et que si l'état de droit ne prend pas toutes les dispositions, en trouvant en lui la force d'assurer sa propre protection s'il est menacé, ce sont ceux qui ne sont pas attachés autant que peuvent l'être les amoureux de la nation et de la République qui le feront à leur place dans la destruction par pan entier des principes de l'état de droit. C'est ça qu'il faut bien faire passer comme message. Pendant votre conférence, vous avez évoqué la surveillance des passagers aériens dans l'espace Schengen. Et justement, dans quelle mesure l'anxiété sociale face à la menace sécuritaire omniprésente peut-elle être un danger potentiellement pour la stabilité des États européens, justement quand on pense que cette peur sociale peut amener à des votes plus à droite? Mais la peur sociale est d'autant plus grande que vous n'êtes pas capable d'énoncer clairement, quand vous êtes attaché au principe de l'état de droit, quand vous n'êtes pas un extrémiste, ce que vous allez faire pour protéger les citoyens du risque qui se présente à eux. Or, vous avez toute une partie, en France en tous les cas, d'acteurs politiques qui ont été dépourvus de lucidité face à ce qu'étaient ces questions. Il n'y avait jamais de problème de sécurité, ni avec des problèmes sociaux. Et d'ailleurs, la sécurité n'était que le résultat du malaise social. C'est d'ailleurs pas faux que l'insécurité soit le résultat du malaise social. Ce qui est faux, en revanche, c'est de considérer que tous ceux qui sont à l'origine de l'insécurité ne sont pas à blâmer au motif qu'ils sont victimes de difficultés sociales et qu'à ce titre-là, il convient de les excuser avant de les rappeler au principe de droit. Non. Il convient d'éviter que la situation sociale se dégrade, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de zones desquelles les services publics aient totalement disparu, comme c'est le cas dans un certain nombre de quartiers en France, de faire en sorte, par conséquent, quand on exerce la responsabilité publique, qu'à aucun moment on admette que la République, dans son incarnation, que sont les services publics et notamment de sécurité, disparaissent, et que dans le même temps que l'on fait cela, on puisse bien entendu veiller à ce que l'égalité d'accès à la connaissance, l'égalité d'accès à la réussite par la même chance donnée à chacun à travers l'école soit possible. Donc, si vous n'êtes pas capable de tracer ce chemin clairement et de garantir par une action volontariste qui n'est pas le risque zéro, je disais souvent quand j'étais ministre de l'Intérieur, zéro précaution en matière de sécurité antiterroriste, c'est 100% de risque. Mais 100% de précaution n'est jamais le risque zéro. Vous n'éviterez pas qu'un individu totalement dingue prenne à un moment donné une arme ou une arme par projection ou par destination pour tuer un nombre de gens importants. Mais ce qu'il faut que les concitoyens d'un pays sachent, c'est que, et ce dont il faut qu'ils soient convaincus, c'est que l'État met tout en œuvre pour atteindre des buts politiques précis. Et des buts politiques qui sont destinés à serrer la sécurité des citoyens, parce que l'insécurité est la première des inégalités. Ce sont dans les quartiers les plus défavorisés que l'insécurité est la plus grande. Et ce sont dans les quartiers les plus défavorisés que les services publics sont depuis longtemps partis. Et donc le malaise social peut être à l'origine d'eux. Dans l'insécurité marseillaise, il y a la relégation sociale, la disparition de services publics sociaux, mais il y a aussi le fait qu'il n'y a plus un policier qui rentre avec les moyens dont il dispose pour. Et si j'avais souhaité, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, qu'on réinstaure à Marseille une préfecture de police, c'est parce que je voulais qu'on remette les effectifs de police créés principalement dans ces zones, qu'elles soient formées spécifiquement pour intervenir dans des zones à risque, qu'elles n'aient pas peur d'intervenir après avoir été formées, et que ces quartiers soient réinvestis par ceux qui symbolisent la sécurité et les prérogatives régaliennes. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. On estime qu'on va interrompre les questions pour les élèves qui étaient
heureux de participer. J'ai fait des réponses trop longues et je ne vous ai pas permis de poser toutes vos questions. C'est juste que c'était tellement passionnant et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions dans la salle. Le temps court, il y aura une séance de dédicace après et en cocktail. Donc si vous voulez par papier, imprimé ou sans lui, il faudrait mieux vous poser des questions dans la salle. Monsieur le Premier ministre, c'était passionnant. Et bravo à tous les trois. Vos questions étaient très difficiles. Ça, c'est une manière élégante de me dire une réponse courte. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous souhaiter bienvenue à l'Institut Fleury-Mont, école privée de grande renommée internationale et dont l'honneur d'être la France élève, école qui fut fondée en 1905 par les missionnaires Saint-François de Sales, expulsés de leur collège en Haute-Savoie et ailleurs par le gouvernement français du président du Conseil Émile Combes à partir de 1930 en raison des lois laïques conduisant à la séparation de l'Église et de l'État. Comme quoi, et comme le dit l'adage, à quelque chose, malheur est bon. Ma question, selon Europol, depuis 2005, le terrorisme a causé un peu plus de 1000 morts en Europe, l'islamisme radical étant de loin la principale cause des décès. La communauté juive européenne, selon les estimations, est 5 fois plus victime de ces attentats que son poids démographique européen. Alors pourquoi, selon vous, Monsieur le Premier ministre, les autorités européennes semblent être encore aujourd'hui autant de difficultés à nommer publiquement ce mal antisémite à caractère islamiste, toujours plus prégnant? Et que préconisez-vous de faire pour réduire drastiquement la surexposition de la communauté juive européenne à la menace terroriste islamiste? Merci. Alors une réponse courte mais claire. L'antisémitisme est une abjection qui gagne en Europe. Et qui gagne en Europe en ayant pour cause d'autres ressorts que ceux qui avaient présidé à l'abjection de la Shoah au lendemain de pendant la Seconde Guerre mondiale. Non pas que l'antisémitisme d'extrême droite ait disparu, mais aujourd'hui, un nouvel antisémitisme qui résulte de la volonté de ceux qui ont dévoyé leur religion en faisant un vecteur de barbarie, je veux parler des islamistes, ont occasionné à travers le monde des crimes antisémites abjects, à commencer par ceux du 7 octobre, qui doivent être qualifiés pour ce qu'ils sont. Ceux qui ont commis les crimes du 7 octobre ne sont en aucun cas des résistants. Rien ne peut justifier qu'ils aient commis ces crimes, qu'ils ont conduit à tuer des enfants, à procéder à des viols, à assassiner des innocents. Et ce sont d'ailleurs ces crimes qui ont été à l'origine de l'escalade qui s'est produite par la suite, et qui ne me conduisent pas, pour ce qui me concerne, à excuser la politique de Netanyahou que je condamne, mais qui ne me conduisent pas à considérer comme des résistants ceux qui sont des terroristes, ni à considérer qu'on puisse mettre sur le même plan un État démocratique et des groupes terroristes qui sont à l'origine de ces crimes abjects du 7 octobre. Deuxièmement, derrière l'antisionisme se cache un antisémitisme décomplexé. C'est-à-dire qu'on prend prétexte de la politique d'Israël, encore une fois, à mes yeux condamnable, pour justifier d'un antisémitisme débridé, décomplexé. Et troisièmement, on ne lutte pas suffisamment contre l'antisémitisme, qui n'est pas simplement une affaire de parole, mais qui est devenue désormais une affaire de crime. Les attentats dont nous avons été l'objet en France avaient l'antisémitisme comme ressort, et ce qui vient de se produire en Australie montre que ce phénomène est un phénomène qui désormais est mondial et se généralise, et qui est extrêmement grave. Alors comment est-ce qu'on peut agir par rapport à cela? D'abord, il faut être beaucoup plus offensif qu'on ne l'est quant à la communication sur les réseaux sociaux, qui est une communication où la haine antisémite se déverse de façon abjecte
totale et sans retenue, et je pense que les sanctions qui sont appliquées à l'égard de ceux qui sur Internet se livrent à ces déferlements de haine est une répression insuffisante. On oublie qu'on commence par verbaliser la haine et on finit par tuer les gens, et que la frontière entre la haine qu'on diffuse, la parole décomplexée que l'on tient et le crime que l'on commet est une frontière en réalité extrêmement ténue dans l'ère numérique. Il faut être déterminé à protéger nos compatriotes de confession juive là où ils vivent et là où ils pratiquent leur culte. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'avais, pendant la période des attentats, protégé toutes les écoles et tous les lieux de culte. Moi je n'oublierai jamais qu'après l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe à Montrouge, une maman qui accompagnait ses enfants dans une école de confession juive et qui était sur le chemin où la policière municipale avait été assassinée est venue me voir en me disant en réalité il a été interrompu par la policière, il l'a tué, il s'est sauvé, mais il se dirigeait vers l'école et je vous invite à vous y rendre. Je m'y suis rendu et cette mère m'a dit une chose que je n'ai pas oubliée et qui m'a conduit immédiatement à prendre des mesures de grande ampleur. Elle m'a dit, voyez la différence entre vous et moi, c'est que vos enfants, vous en avez sans doute, j'en avais effectivement, ils étaient au lycée. Quand ils vont à l'école le matin, vous êtes à peu près sûr de les retrouver le soir. Mais moi, dans le contexte dans lequel on vit, quand j'amène mes enfants qui sont petits à l'école, je ne suis pas sûr de les retrouver le soir, donc je reste toute la journée à l'école, parce que s'il devait y avoir un attentat terroriste, je voudrais mourir avec eux. À partir de ce moment-là, j'ai appelé Le Drian, qui était ministre de la Défense, je lui ai dit, je ne peux pas avec mes troupes, j'en ai pas assez, protéger les écoles et les synagogues et les églises et les mosquées, mais j'ai besoin du renfort de 15 000 militaires pour le faire, parce que je ne veux pas entendre ça dans le pays. Et d'ailleurs, les policiers ont été très présents dans les synagogues, je me souviens de cette scène extraordinaire. Je vous raconte ça parce que ces moments tragiques sont parfois ponctués par des moments inédits d'humanité, où je vais dans une synagogue où étaient stationnés des policiers. Je leur dis comment ça va, ils me disent on n'a jamais été aussi bien qu'ici, mais il faut nous acheter d'autres uniformes. Je lui dis mais pourquoi? Et il me dit tournez-vous, et il y avait tous les plateaux de gâteaux faits par la communauté qui apportaient toute la journée aux policiers des renforts et du réconfort, et les policiers m'avaient fait cette remarque. Donc il faut être extrêmement vigilant, diligent, déterminé à les protéger par tous les moyens. Et il faut que les responsables politiques, ce qui n'est pas le cas en France aujourd'hui, je le dis, j'ai de la peine à le dire à Genève, mais c'est la vérité, il faut que sur ces sujets de l'antisémitisme, les responsables politiques français disent les choses clairement et ne se dissimulent pas derrière des contextes géopolitiques pour considérer que l'antisémitisme peut être acceptable compte tenu du sort réservé aux Palestiniens. Encore une fois, je condamne tout ça. La politique d'Israël n'est pas ma politique et je n'ai pour Netanyahou aucune estime en ce qui concerne sa politique et à titre personnel non plus. Parce que je pense qu'il a beaucoup tendu la relation entre nos compatriotes de confession juive, les juifs et le reste du monde, et qui n'a pas contribué à apaiser les choses. Mais rien n'excuse l'antisémitisme, et notamment pas le contexte là-bas, qui au contraire justifierait d'un surcroît de clarté sur ces sujets. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. C'est une question courte. Par rapport à votre passage comme ministre intérieur et plus tard comme Premier ministre, la menace terroriste est-elle devenue plus imprévisible, donc plus dangereuse? En d'autres termes, où en est la menace aujourd'hui et comment pensez-vous qu'elle va évoluer? Je pense aussi à ce que les services appellent la guerre sous le seuil. Vous pouvez nous dire quelques mots de cela? Je pense que la menace est de moindre intensité qu'elle ne l'était à l'époque où nous avons été confrontés à la salve d'attentats. Pourquoi? D'abord parce que les moyens des services, comme j'ai tenté de vous l'expliquer, ont été significativement rehaussés par les gouvernements successifs. Il y a moins d'attentats aujourd'hui, incontestablement, en Europe qu'il n'y en avait à l'époque où nous exercions ces responsabilités. L'attrition de Daesh, le fait que Daesh ait été frappé,
durement en Irak et en Syrie, a privé cette organisation terroriste de la possibilité de projeter des commandos. Mais ça peut ressurgir. Ça peut ressurgir parce que en Syrie, un nouveau gouvernement qui est l'émanation de l'opposition du précédent et dans lequel les groupes islamistes étaient présents exerce une responsabilité aujourd'hui gouvernementale. Deuxièmement, la situation en Afghanistan n'est pas celle qui prévalait avant le retour des talibans. Donc les talibans sont là et ça peut être à l'occasion d'un foyer de propagation de l'islamisme. Ensuite, parce que les processus de radicalisation sous l'impulsion des salafistes et des frères musulmans peut conduire des individus à passer à l'acte. Et le terrorisme d'atmosphère, pour reprendre l'expression utilisée par Gilles Kepel, peut conduire à tout moment, sous la pression des événements, des individus à frapper, et à frapper en occasionnant peut-être beaucoup moins de victimes, mais des victimes symboliques dont l'impact sur la population est très important. Ça a été le cas de l'assassinat de Samuel Paty. Donc ce n'est plus une même intensité, mais la menace demeure et elle peut ressurgir sous des formes différentes, impactant très fortement l'esprit et la sensibilité des citoyens. Et c'est ça le terrorisme. Le terrorisme, c'est ce que les leaders d'Al-Qaïda appelaient le terrorisme stratégique, qui consiste à occasionner infiniment plus de dégâts psychologiques et émotionnels que le nombre de victimes réelles occasionnées par l'attentat. Et ça, c'est quelque chose qui peut ressurgir à tout moment et redéstabiliser nos sociétés, dans un contexte par ailleurs où l'unité des sociétés face au terrorisme, le terrorisme est moins menaçant, mais la capacité de société à demeurer unie face à un événement terroriste de moindre intensité est beaucoup moins significative qu'elle l'était en 2015. Je ne suis pas sûr qu'on aurait le même esprit que celui qui a présidé à la grande manifestation du 11 janvier à Paris si nous étions frappés aujourd'hui par un attentat. Je suis même convaincu du contraire. Donc, moindre intensité, mais moindre capacité de résilience, si je puis utiliser ce mot-là. Monsieur le ministre, le rapport annuel de la police fédérale, tout comme celui de Repol, fait état d'un abaissement de l'âge des terroristes aujourd'hui. Quels sont les facteurs qui sont expliqués cet abaissement de l'âge qui aujourd'hui met en avant de jeunes adolescents? Oui, c'est un phénomène que nous avions déjà constaté en 2015, puisqu'il y avait des enfants de 7-8 ans qui étaient entraînés par le Jabhat el-Nusra ou Daesh à tuer des mécréants en Irak et en Syrie. Moi, j'ai vu des vidéos d'enfants tuant d'une balle dans la nuque des yézidis ou des chrétiens en Irak ou en Syrie. Et la question d'ailleurs du retour de ces enfants sur le territoire national, lorsqu'ils avaient été endoctrinés par leurs propres parents, était un sujet majeur auquel j'ai dû faire face en mettant en place un dispositif interministériel lorsque j'étais à Matignon dans les 6 mois où j'ai exercé la responsabilité de l'animation du gouvernement. Et pourquoi est-ce qu'ils sont de plus en plus jeunes? D'abord parce que la violence numérique est une violence infiniment plus accessible que l'était la violence de groupes agissant de façon réelle dans les rues des villes ou sur certains théâtres d'opérations violentes. La violence est accessible dès le plus jeune âge numériquement, sans beaucoup de pare-feu et sans beaucoup de possibilités d'y échapper. Ça crée un climat, ça crée une atmosphère, encore une fois pour reprendre l'expression de Keppel, et ça conduit les individus beaucoup plus jeunes à être acculturés, familiarisés à la violence, et par conséquent à être capables d'en user beaucoup plus vite que leurs aînés. Il y a par ailleurs une démission face à la violence d'une grande partie des parents, avec un éclatement de la structure familiale et une déréliction de l'autorité familiale, et toutes les figures de l'autorité qui pouvaient, à l'égard des plus jeunes générations, endiguer le basculement de ces jeunes générations dans la grande délinquance, se sont affaissées.
Donc c'est la juxtaposition de ces éléments qui, à mon avis, explique le phénomène que rapporte le rapport de la police fédérale. Dernière question. Merci pour l'honneur. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. J'ai passé 6 ans en Afghanistan dans la mission des Nations Unies là-bas. Donc, pour aller au travail, je suis juriste. Donc, j'ai passé mon temps à essayer de faire en sorte que la justice afghane fonctionne. Est-ce que ça passe tout court, ça question? Oui, non. Alors, donc, je ne partais pas au travail en costume cravate, mais je portais souvent un gilet pare-balles et une casque. Donc, vous voyez un peu du mal. En vous écoutant, en vous suivant, quand vous avez parlé de l'opération militaire, enfin le contingent militaire qui était basé au Mali dans cette mission du maintien d'appel, à fond de faire, on a eu un chef de bureau là-bas, un collègue français, et lorsqu'il a accueilli les autorités maliennes à Kidal, il leur a souhaité la bienvenue, ils ont été vexés, ils ont dit, ils sont chez eux, c'est pas un Français de leur souhaiter la bienvenue. Ils l'ont déclaré persona non grata, il est parti. Maintenant, le point sur lequel je veux avoir votre sentiment, c'est, je comprends qu'à travers les réseaux de trafic ou de traite en être humain, c'était l'une des missions assignées au contingent français au Mali, ou encore, enfin, je pense, mais étant donné que lorsque l'armée malienne a voulu prendre l'assaut la ville de Kidal, le contingent français les a empêchés. Est-ce qu'il y avait une raison autre que continuer la recherche d'informations auprès des groupes terroristes qui se trouvaient dans... Je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne sais pas, je n'étais pas dans le détail des opérations militaires. Au Mali, ce n'était pas ma mission. Je participais au Conseil de défense lorsque le Conseil de défense traitait de questions relatives à la lutte antiterroriste. Et ce qui a présidé à l'intervention de la France au Mali en 2013, c'était le risque de voir le Mali tomber entre les mains des islamistes et de voir la population malienne qui souffrait déjà beaucoup de l'occupation de certains groupes terroristes à Tombouctou ou ailleurs, sombrer dans une forme d'asservissement et d'esclavage ces groupes qui a conduit le président Hollande à décider cette intervention, qui a d'ailleurs empêché ce processus de se produire. Ensuite, on est rentré dans un long dispositif qui devait conduire le président du Mali et son gouvernement à accepter de constituer un gouvernement à base élargie, et la suite vous la connaissez, notamment lorsque la force Takuba, qui était une force multinationale européenne, a dû se substituer à l'intervention de Barkhane. Les choses ont été extrêmement compliquées pour des raisons qui tenaient au comportement du gouvernement malien de l'époque. Bon, voilà ce que je peux vous dire, je ne peux pas vous dire plus que ce que je sais. L'événement militaire auquel vous faites référence, je n'en ai pas le détail, ce sont des sujets trop importants pour qu'un ministre dont ce n'était pas la responsabilité, dans un pays qui n'est pas le sien, se mette à faire des déclarations hasardeuses sur un sujet dont il n'a pas eu à connaître en totalité. Ce ne serait pas sérieux que de faire les choses ainsi. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci pour votre conférence qui fut passionnante, enrichissante, calme, posée, très intéressante. Nous avons appris énormément de choses sur votre action, un peu inconnue, nous tous, lors des attentats, et sur les dispositions que vous avez prises et qui nous ont facilité notre vie à l'heure actuelle, ou qui ont permis de diminuer le risque d'attentats autant que faire se peut. Je vous propose à tous d'abord d'applaudir M. le Premier ministre.